Audiolité, le podcast littéraire du Goethe-Institut Paris. Audiolité, der Literaturpodcast des Goethe-Instituts Paris. Eh bien, bonsoir et bienvenue au Goethe-Institut. Je souhaite la bienvenue à Andreas Altmann, Denis Michelis et Mathieu Dumont pour la présentation d'un livre vraiment particulier. Pour ne pas faire une faute, je vais lire plutôt, ou pour ne pas me confondre. Alors, en français, la vie de merde de mon père, la vie de merde de ma mère et ma jeunesse de merde à moi. Une traduction littérale du titre allemand. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Le titre indique déjà un peu la nature de ce livre très émouvant, implacable et vraiment à lire d'une traite. En Allemagne, le livre a déjà paru en 2012 et a connu un très grand succès. La traduction française par justement Mathieu Dumont vient de paraître chez Actes Sud et nous sommes très heureux que Andreas Altmann, et vous voyez là aussi la page du titre, va lire de ce livre et parler avec Denis Michelis un peu plus sur ce récit autobiographique. Au lieu de donner des informations biographiques sur Andreas Altmann, j'aimerais lire un petit texte que j'ai trouvé sur son site internet, que j'ai essayé de traduire en français. Heureusement, Joséphine Pasco, qui a également organisé la rencontre, a corrigé mon français. Donc, un petit texte qui va vous donner une impression de ma vie, c'est-à-dire la vie de Andreas Altmann. Ma vie. Après le bac, un an d'autostop à travers l'Europe. Études de psychologie interrompues, études de droit interrompues. Petit job en tant que laveur, chauffeur privé, conseiller en placement, constructeur de route, représentant de club de livres, gardien de nuit, mannequin, trieur de courrier, gardien de parc, ouvrier. Diplôme en art dramatique au Mozarteum à Salzbourg. Comédien au Bayerisches Staatsschauspiel à Munich et au Théâtre de Vienne. Séjour dans un ashram indien. De nouveau, Théâtre de Vienne. Résilie prématurément son contrat, abandonne son travail. Échec des efforts de l'Agence pour l'emploi de le reconvertir en mécanicien ajusteur. Séjour dans un monastère zen bouddhiste à Kyoto. Voyage en Asie, Australie, Afrique et Amérique du Nord et du Sud. Déménagement à Paris. Déménagement à New York, études à la New York University. Retour en Allemagne, premier reportage pour des journaux et magazines allemands et internationaux. Déménagement à Mexico City. À partir de 1996, publication de livres, 20 titres jusqu'à présent, dont 6 best-sellers. Plusieurs prix, dont le prix Egon Erwin Kisch, le Säume Literaturpreis et le prix Reisebuch, Vie de nouveau à Paris aujourd'hui. Voilà la manière dont résume l'auteur lui-même sa vie. Et comme j'ai déjà dit, il va parler de ce récit autobiographique tout à l'heure avec Denis Michelis, que vous voyez au milieu, qui est né en Allemagne, je peux dire ça, qui a même passé sa petite enfance en Allemagne. Donc il parle allemand, mais quand même, il vit en France déjà depuis beaucoup d'années. Et il a en fait des études de lettres modernes à Lille et obtient son diplôme de journaliste à l'Institut du journalisme Bordeaux-Aquitaine. Au début,
Denis Michelis travaille donc comme journaliste, entre autres pour plusieurs émissions à Arte. Mais il est également l'auteur de 2 romans, La chance que tu as, paru en 2014, et Le bon fils, 2016. Le deuxième, Le bon fils, était en lice pour le prix Médicis 2016. Depuis quelques années, Denis Michelis est également traducteur de l'allemand en français, et parmi les auteurs qu'il a traduits sont par exemple Peter Stefan Jung et Dirk Kurbjuweit. Et last but not least, Mathieu Dumont, que vous avez peut-être déjà vu il y a une dizaine de jours au Goethe-Institut dans une autre manifestation consacrée à la traduction. Donc il est traducteur de l'allemand mais aussi de l'anglais. Et ici, j'aimerais mentionner juste les auteurs, quelques auteurs de langue allemande qu'il a traduits en français. Paul Feyerabend, Robert Musil, Paul Nizan, Marie-Louise Scherer, Judith Schalansky et Julice. Donc, bienvenue encore une fois à nos invités. Merci aux Actes Sud d'avoir préparé cette soirée avec nous. Et avec ceci, je passe la parole à Denis Michelis et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bien, merci beaucoup Barbara pour cette présentation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par poser une question au public et non à l'auteur ni au traducteur. Qui de vous comprend l'allemand et qui de vous comprend le français, parce que ça va déterminer la langue des lectures. Donc, je propose qu'on commence tout de suite par lire un extrait du livre, c'est-à-dire le début du livre. Pardon, je dois parler plus près du micro. Et je pense que c'est le chapitre 1 et le chapitre 2 qui ont été choisis. Et je pense que ça fera une bonne introduction pour vous mettre dans la langue de ce récit et dans cette ambiance si particulière. On écoute Mathieu. À l'époque où, pour la première fois, je vivais à Paris, j'avais sous-loué mon appartement en Allemagne. Je n'étais pas sûr de m'installer de façon définitive en France. Un matin, pris de panique, j'ai attrapé un train pour rentrer à M. Au cours de la nuit, un cauchemar m'avait informé que ma sous-locataire était en train de saccager mes affaires. À quelques détails près, tout était vrai. J'ai sonné à la porte et la jeune femme est apparue. Toujours aussi jolie et, au hasard, nue. Derrière sa nudité, j'ai aperçu les ravages, les murs salis, la vaisselle dans l'eau noire de la baignoire, les brûlures dans la moquette, les mouches sur les plaques de cuisson crasseuses, les aliments en train de moisir, les toilettes inapprochables, les patates pourries dans l'évier, les taches de vin sur les draps, la montagne de linge puant. Ces 50 mètres carrés s'étaient délabrés en devenant le camp de base d'une héroïnomane. Je suis resté étonnamment calme. J'ai demandé à Linda d'enfiler des vêtements, j'ai donné congé sans préavis à ma sous-locataire de 23 ans et j'ai trimballé ses affaires jusque dans la rue. 2 heures plus tard, j'étais de nouveau l'unique locataire des lieux. J'ai commencé à mettre de l'ordre et 2 sacs poubelles m'ont été nécessaires pour venir à bout de tous les déchets qui traînaient. Puis j'ai inspecté ma bibliothèque. Parmi les rangées de livres, j'ai tout de suite repéré un espace vide, le seul. Le Mein Kampf d'Adolf Hitler avait disparu. Une édition de 1939 signée par l'auteur. Linda n'en pensait évidemment pas pour les nazis, mais comme tous les junkies, elle avait besoin d'argent. C'est ainsi qu'avec l'aplomb de ceux qui restent toujours à l'affût d'une occasion d'engranger des sous, elle avait su dénicher le seul ouvrage qui pouvait rapporter plus de 50 centimes au marché aux puces. Sur le marché noir, on en donnait à l'époque environ 4000 marks, ce qui suffisait pour le payer au moins 40 shoots. Curieusement, j'ai tout de suite pris conscience du fait que ce livre était le seul souvenir matériel que j'avais conservé de mes parents. Comme tout couple de ce temps-là, ils l'avaient reçu pour leur mariage. Cette perte m'a mis du baume au cœur. Désormais, plus aucun objet ne pouvait me les rappeler. Seul l'argent perdu me tracassait, nullement le vieux pavé lui-même. Avant, chaque fois que mon regard tombait dessus, je sentais une bouffée de haine monter en moi. Non pas contre son auteur génocidaire, mais contre ces 2 êtres que je tenais autrefois
pour responsable des infortunes de ma vie. Voyons pourquoi. Je suis venu au monde dans un cri de désespoir, celui de ma mère. C'est en découvrant mon sexe que ce sanglot hystérique lui est sorti de la gorge, signe d'une déception cruelle. Pour elle, tout ce qui était masculin, et quoi de plus masculin qu'un zob, était un symbole de bassesse et d'oppression, l'annonce d'un désenchantement sans fin. Le sexe n'avait jamais pu susciter son enthousiasme, la transporter dans un état de béatitude hébétée. Cela n'avait pas davantage été le cas 9 mois plus tôt, lorsqu'un besoin s'était une fois de plus emparé de son mari, mon père, et que sa femme s'était par hasard trouvée là, sous sa main. Elle s'était laissée faire dans l'espoir fou de donner enfin naissance à une fille, à un être qui, après 3 fils, ne porterait pas sur lui les insignes de la violence. Or voilà que j'arrivais, moi, 5e zob de la famille. La coupe était pleine. C'est à ce moment-là qu'elle a craqué. À peine s'est-elle retrouvée seule en couche avec moi qu'elle s'est mise à presser son oreiller sur son nouveau-né, plutôt tuer qu'en engraisser un de plus qui finirait par contribuer au malheur du monde. C'est la sage-femme qui m'a sauvé, rentrée tout juste à temps dans la chambre de sa patiente. Voilà comment je m'en suis sorti, même si, dans ma tête toute bleue, trottait déjà l'impression tenace de ne pas être le bienvenu. Merci pour la lecture, parce que c'était de manière, il faut lire de manière sèche. Jamais un truc comme ça, de manière pathétique, hein, parce que c'est le texte qui parle pour lui-même, et c'était bien. Merci, Mathieu. Et tu voudrais nous lire le chapitre 15, en allemand cette fois-ci. Ah oui, non. Oui, non. Ouais, non. En français, c'est son œuvre. Bien sûr. Mais Cool. D'accord. Ok, ça, alors, sur mon père, d'accord. Ich bin bereit, alles Schlechte über meinen Vater zu bezeugen. Ich werde auf den nächsten 100 Seiten, sollte das reichen, seine Schandtaten ausbreiten und vor keiner Missetat Halt machen. Dabei nicht den Satz von Georges Simenon vergessen: Ich bin als Schriftsteller nicht hier, um zu urteilen, sondern zu verstehen. Das ist ein leidlich intelligenter Spruch, schon wahr. Hinter den Schandtaten liegen die Gründe der Schande, the story behind the story. Ich gehe davon aus, dass ich, wie alle Schreiber vor mir, nicht ausreichend erklären können, warum ein anderer, hier Franz Xaver Altmann, so oder so geworden ist. Ein Teil Rätsel und Unbegreiflichkeit bleibt immer. Man kann nur Wahrscheinlichkeiten anbieten, Grundzüge, die entscheidende Richtung. Klar, urteilen werde ich auch, selbstverständlich. Ich wurde immer ein Vaters bevorzugtester Prügelknabe. Ich habe ein Recht auf meinen Hass. Als mein Vater heil aus dem Krieg zurückkam, war er bereits verwüstet, seelisch. Hätte er von seiner posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen, man hätte ihn ausgelacht. Damals gab es keine Schachtel Aspirin umsonst. Was Vater in Polen und Russland, und es gab ein Foto von ihm in SS-Uniform, das später verschwand, gesehen hat, als Soldat, als Täter, als Barbar, die Barbarisierung schien unvermeidlich, hat keiner von uns erfahren. Er tauchte als 40-Jähriger genau in der Mitte seines Lebens als Zombie aus dem Krieg wieder auf und führte genau die nächste Hälfte seines Lebens wieder Krieg. Aber diesmal diente nicht der ferne Ural als Kampfzone, sondern die eigene Familie. Merci beaucoup. Dans le chapitre 17, alors je me place vraiment en tant que lecteur. Vous commencez à lire le livre, il y a cette phrase qui dit « Il y a une photo de lui portant l'uniforme SS qui plus tard a disparu ». Et là, vous vous dites en tant que lecteur, bon, ça va être un récit autobiographique sur comment mon père est devenu nazi. Et ça n'est pas du tout ça. Et c'est ce qui rend vraiment le récit passionnant. C'est que c'est vraiment un récit sur cette Allemagne post-nazie, post-dictatoriale, où finalement la violence demeure, cette violence domestique. Est-ce que c'était votre projet initial? Non pas de dire comment votre père était devenu nazi, mais ce qui s'est passé après. Alors, j'ai essayé, quand j'ai commencé à écrire les livres, d'écrire d'une manière comme un enfant, notamment avec des mots d'un adulte.
Mais je ne voulais pas, quand j'ai décrit mon père, décrire d'une manière, je sais, parce qu'il était venu comme ça, parce qu'il est né durant le temps d'Hitler, et il était un petit bourgeois. Non, j'ai la haine, et je voulais montrer cette haine. Oui. Je veux montrer un enfant qui veut lutter contre cette haine. Je ne veux pas être brisé pour son père. Mais je n'ai pas trop réfléchi là-dessus. Pourquoi mon père, ce n'est pas une question de morale. Parce que si j'étais né comme lui, en 1905, j'étais obligé de participer à la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que j'étais devenu aussi un monstre. C'est pas simple pour les gens qui sont nés après. C'est pas, justement, c'est la haine. Je décris la haine, je décris son violence. Naturellement, plus tard, j'ai fait 20 ans de thérapie, j'ai compris pourquoi, un peu compris, pourquoi une personne comme lui est devenue comme ça. Justement, parce que, naturellement, il y a d'autres personnes qui ont participé à la guerre, mais qui sont rentrées et s'est comportées de manière tout à fait décente. Pas lui. Il n'a pas fait là. Moi, je comprends la volonté, la libre arbitre. C'est le destin, ce sont des gènes qui décident. Il est devenu un con, un connard, un trou de cul, un frustré. Il était barbarisé par la guerre. Peut-être il a participé à des mass shootings des Juifs, ou des Polacs, entre guillemets, des Russes. Il était revenu, 40 ans, il était kaput, détruit. Mais c'est justement ça, je trouve, qui rend le récit si universel, parce que c'est vraiment, pour moi, un livre sur la violence du père et de la mère aussi, on y reviendra, mais sur cette violence domestique, la violence qui est derrière les quatre murs, et aussi la violence à l'école, la violence à l'église. Tous les nazis frustrés. Tous, oui. Exactement. Mais je me suis demandé à un moment, enfin c'est vraiment la question qui pour moi a traversé tout le livre. Au fond, le fascisme ne s'est pas arrêté avec la guerre. Le fascisme a continué, mais d'une manière différente, parce qu'on a quand même continué à s'attaquer aux plus faibles, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Je me suis demandé à un moment si vous aviez pensé à ça ou si ça n'était pas... Non, je ne crois pas. Le comportement de mon père, si je pourrais expliquer, ça n'a rien à voir. Justement, naturellement, il est devenu barbare parce qu'il a participé à la guerre mondiale. Mais par contre, son comportement envers nous, c'était la violence pure. Finalement, il n'a pas un rapport avec le nazisme. Il est devenu comme ça, mais c'est, comment dirais-je, c'est assez difficile à expliquer. Il est devenu comme ça parce qu'il était un faible. Il a, par exemple, cette photo qu'il montre dans un uniforme SS, naturellement, il a fait disparaître, et c'était lui, je me rends compte, parce qu'il s'est dit, naturellement, après la guerre, il y a beaucoup de gens qui étouffaient, non, c'était pas si grave, l'Holocauste était inventé par les Américains, Hollywood a construit les baraques, etc. Mais il y a aussi des gens qui essayaient de lutter contre les vieux nazis. Et d'une manière intelligente, il a fait disparaître, parce que c'était pas toujours bien vu être soldat, avoir tué les gens, etc. Les SS, il y a une partie en Allemagne qui était complètement anti-nazi. C'est la raison pour laquelle il a fait disparaître la photo. Et je me suis posé la question en faisant quelques recherches sur vous. Alors Barbara vous a présenté tout à l'heure. Vous êtes ce qu'on appelle pompeusement en France, parce que vous le dites dans le livre. J'adore le pompeux, parce que, ouais, c'est pour ça. Grand reporter en Allemagne. En Allemagne, reporter. Voilà, mais pour nous, vous êtes grand reporter. Donc vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages sur vos voyages, sur vos enquêtes à travers le monde. Alors la question qu'on vous a peut-être posée 250 fois en Allemagne, mais comme on vous connaît un peu moins ici, c'est pourquoi avoir attendu 2011 ou 2011 pour écrire votre autobiographie. Oui, c'est une question très intéressante. 2009, j'ai commencé. Alors justement, je vous raconte une petite histoire d'un alpiniste autrichien dont j'ai oublié le nom. Il a vécu dans sa maison et devant lui, il y avait un montagne hyper connu, j'ai oublié le nom. C'est ma femme, je ne suis pas là. Si j'avais une femme, c'était elle. Bon, et il a regardé, il voulait toujours monter, il voulait toujours escalader, mais il n'avait pas la force, parce qu'il a dit c'est trop dangereux. Et un jour, il s'est levé, il s'est dit oui, maintenant, ça y est, je peux le prendre. Moi aussi,
Ce livre, le texte m'a trotté dans la tête 30 ans. Et je n'osais pas. Pas parce que je n'osais pas décrire des criminels, les gens qui ont abîmé, forniqué, les enfants, etc. Non, non, c'était pas ça. Il a des Klarnamen, il a des vrais noms dedans. Il n'y a rien des romans, rien du tout. Justement parce que quand tu commences à écrire un livre comme ça, tu tombes peut-être dans un piège d'un pleurnichard. Oh, mon pauvre con, le pauvre victime. Mais personne ne veut entendre ça. C'est-à-dire, il me faut avoir une certaine niaque, une rotz. Hein? Il faut trouver, j'ai déjà écrit des romans, des reportages. C'est 15 ans. Non, plus de 15 ans. C'est-à-dire, c'était pas une question, c'était une question de style. Et alors, j'ai fait la médiation, je suis à Paris, dans mon appart, et ça m'est survenu, les titres. Je me dis, c'est magnifique. C'était bon. J'ai téléphoné à mon éditeur, il a dit, c'est cool. J'arrive, je viens à Paris, on m'a signé un contrat. À partir de ce moment-là, je savais, je suis à même à écrire ces livres d'une manière cool, rotzée, avec une certaine résistance, et pas le piège du pathos. Le pathos, c'est ce on aime bien en France, justement, cette autofiction parfois un peu géniale. Et justement, c'est ce qui fait vraiment la force de votre livre, c'est que c'est parfois très cru, hein, je préviens ceux qui n'ont pas lu, c'est très direct, mais c'est ce qui fait aussi, je trouve, son originalité, et ça n'est pas du tout pleurnichard. Mais j'ai peut-être une autre réponse à la question, parce que j'ai lu votre livre jusqu'à la dernière ligne, et à un moment, vous dites que vous attendiez une forme de reconnaissance, une forme d'estime publique. Vous parlez d'un journal intime que vous tenez depuis tout jeune. Vous dites, mais au fond, un journal intime, écrire pour soi, ça ne sert à rien. Il faut quand même avoir un public. Or, vous avez publié ce livre, alors vous étiez déjà très très connu en Allemagne. Est-ce que ça vous a aidé quand même? Parce que vous étiez quand même Andreas Altmann qui raconte son enfance. Est-ce que ça vous a permis quand même de... Pas du tout. Bon, justement. J'ai bien fait de lire jusqu'à la fin. Dès que tellement tout le monde comme auteur, ça ne sert à rien d'écrire pour les tiroirs. Ils sont pleins. La moitié d'Allemagne écrit, hein, c'est clair. Non, quelqu'un qui paye pour vos dépenses. Il entre dans la bibliothèque, dans une librairie, il paye pour vos pensées, pour vos livres. D'accord. Ça vous donne une certaine auto-estime. Comme je suis né avec une mère qui était parce qu'elle était complètement désespérée, elle essayait de m'aider. Elle n'était pas une assassine, elle, non, j'étais désespérée pour m'étouffer, pour tuer un autre zob, un cinquième dans la famille, d'accord? Dans ces cas-là, je n'ai pas, comme Freud aurait dit, Urvertrauen, leur confiance, archi-confiance, c'est-à-dire tu aimais inconditionnellement pas ta mère, c'est-à-dire une certaine armure pour défendre contre le monde, les méchants, etc., qui me manque. Et alors, justement, à travers la prothèse de ma langue, des mots, entre guillemets, talent, je trouvais une certaine possibilité de me défendre de cette auto-estime. Le livre, quand j'ai écrit, c'était autre chose. Je me rappelle, j'ai écrit Before the Night Falls, avant la nuit. C'est magnifique sur un écrivain cubain qui était résistant et homosexuel en Cuba, notamment aux États-Unis. Et finalement, il pouvait fuir à Floride et il est mort du sida à New York. Il a dit, justement, il a été demandé dans le film, mais pas dans le film, mais après les interviews, pourquoi il a écrit. Il a dit pour me venger. Je trouve ça magnifique. J'ai écrit ça pour nommer, pour nom clair et net, les gens qui ont abusé d'enfants, qui étaient une hypocrisie infernale, et tout ça. Et ça m'a donné un certain soulagement. Naturellement, j'ai fait tout pour toutes les personnes qui sont mentionnées lisent les livres. C'était clair. Moi-même, j'ai payé les frais pour la poste, pour que les gens reçoivent. Je ne connais pas la loi en France. Tu ne peux pas dire un nom, comment dirais-je, des Klarnamen, Mathieu? Oui, un nom propre. Un nom propre, hein. Ce n'est pas des synonymes, mais c'est des pseudonymes, ça dit tout. C'est-à-dire, tu peux le faire, tu peux publiquement
dire quelque chose contre cette personne si tu es une personne d'un certain intérêt public. C'est que là, tu peux le faire. Si cette personne n'est pas une personne d'un certain intérêt public, tu peux le traîner devant le juge, etc. Mais tu ne peux pas dire quelque chose publiquement. Et l'avocat de Piper, c'est une grande maison d'édition, m'a parlé parce que notamment c'était chaud, c'était hot. Hein, et j'ai menti, constamment menti en disant ils sont tous morts. Pas du tout. Parce que c'est ça. C'était impossible de publier ces livres. Mais par contre, à côté, je savais aussi, ils ne disent rien. Parce qu'ils savent que nous avons maintenant. C'est-à-dire maintenant, c'était avant l'Église et le cureton il monte à la chaire. Il a dit, ces livres, c'est terrible, c'est pornographique. Tout le monde a quitté l'Église pour acheter les livres. Aujourd'hui, l'Église est plus devenue dans ce cas-là plus intelligent. On ne dit rien. Le hype, il va disparaître un jour et finalement. Non, c'était clair. Et dès que j'ai commencé, j'ai écrit des pages en Palestine, dans des hôtels, et je savais, et c'était comme ça, ça roulait. Et après, une certaine satisfaction d'avoir chance. Je voulais poser une question à Mathieu, mais je vais encore vous poser une petite question. Comment on réagit, enfin comment votre livre a été reçu en Allemagne, parce que je le redis une fois, c'est vraiment ça qui fait la force de ce livre. Moi, il m'a énormément ému, parce que c'est vraiment un livre sur l'hypocrisie de l'après-guerre. C'est vraiment ça. Hein. C'est sur la violence, c'est sur la pédophilie, c'est sur comment s'est comportée l'Église, comment se comporter par rapport aux enfants. C'est tout ça, hein, cette Allemagne qui a voulu oublier. Donc j'imagine que vous vous êtes retrouvés peut-être face à certains lecteurs qui vous ont reproché de dire certaines choses. Comment en Allemagne un livre pareil est reçu? Alors, il faut dire, comme reporter, j'avais un certain renom, mais on n'est pas connu, on n'est pas prominent en tant que reporter. Dans les cercles initiés, on connaît ton nom. Et finalement, c'était un risque, parce que je ne suis pas un acteur hyper fameux, etc. C'était risqué. Et par hasard, c'est devenu un super méga best-seller. Arte a fait un truc là-dessus, d'autres chaînes de télévision ont fait des radios, etc. Notamment, il y avait des menaces de mort, justement où je suis né. C'est Kral, c'est un village en Afrique, un Kral picote avec ces tubes, avec comment dirais-je, les violences envers les femmes, envers les enfants. Naturellement, et quand j'ai lu, j'ai fait des lectures, je crois, une centaine de lectures publiques. On a embauché 2 gardes du corps parce que c'était magnifique, comme dans des films, des trucs, des mecs comme ça, baraqués avec les lunettes de soleil, etc. C'était cool. Il y avait 7 chaînes de télévision, ils marchaient bien. C'est-à-dire, naturellement, si j'avais été nazi, j'ai fait tout pour taire, c'est clair. Je ne peux pas dire j'ai tué les Juifs, je ne peux pas dire j'ai décapité les gens. C'est clair, c'est humain. Qui peut vivre avec cette culpabilité? Personne. C'est clair, tu dis, non, c'était pas ça, c'est exagéré, Holocauste, c'était un fairy tale Hollywood, etc. Non, je comprends. Naturellement, c'est méchant, mais c'est comme ça. Non, normalement, c'était les critiques, c'était formidable, mais il y a des gens qui crachaient dans la soupe. Je vais poser une question au traducteur. Alors, avant de poser l'éternelle question au traducteur, je vais d'abord vous poser une question en tant que lecteur. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rappelez de vos premières impressions quand vous avez lu le livre? Si tant est qu'on peut être encore lecteur quand on est traducteur. Oui, c'est sûr, c'est une lecture au long cours. C'est évidemment traduire une autobiographie, c'est pas évident parce que c'est plus difficile pour un traducteur de prendre de la distance par rapport au texte qu'on traduit. Il ne s'agit pas simplement d'une intrigue ou d'un jeu de langue. Il s'agit d'une vie vécue. Donc, lire un livre coup de poing comme ça tous les matins à 8 ou 9 heures quand on commence le travail pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, c'est un exercice assez éprouvant et donc une lecture assez éprouvante. Et est-ce que ça a été, ça c'est l'éternelle question qu'on pose toujours au traducteur, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans la traduction ou est-ce que c'était plutôt le fond que la forme qui était alors il y a 2 choses. Sur la forme, je pense, en tout cas c'est mon approche,
qu'il y a, il y a un côté effectivement direct dans la prose d'Andreas, mais qui est d'Andreas Altmann, mais qui est effectivement très vive, très percutante. Et je pense que c'était le plus grand défi de faire en sorte que le livre soit aussi nerveux en français, qui passe aussi bien ce test de l'oralité, qui soit jamais ennuyeux, qui soit tout le temps en train de secouer le lecteur. Et je pense que c'était ça le plus difficile. Donc ça parcourt tout le livre. Après, sur le fond lui-même, il y a effectivement des réalités assez précises sur le catholicisme bavarois, sur le contexte de la jeunesse d'Andreas Altmann. Effectivement, il y a des données assez précises qui demandaient effectivement un petit peu de recherche pour voir de quoi il était question de façon exacte. Mais c'était pas ça, à mon avis, la plus grande difficulté. Et est-ce que vous n'avez pas, parce que Andreas n'a le cesse de dire, bon, bien sûr, c'est un grand reporter et qu'il ne veut pas être considéré, que vous n'allez pas être considéré comme auteur, mais il y a quand même de très beaux passages, hein, c'est très bien écrit, hein, c'est pas juste, c'est pas des phrases nominales, point, je hais mon père, bon bref. Et je me disais, est-ce que vous avez noté ça, vous parce que quand on est traducteur, on est vraiment la personne qui lit le plus le livre. On passe notre temps à lire les bouquins beaucoup plus, presque plus parfois que l'auteur ou l'éditeur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution dans le style, que c'est de plus en plus lyrique. Plus on s'approche vers la fin et vers une sorte oui, quand vous arrivez, que vous retrouvez le chemin qui mène à vous, si je peux paraphraser comme ça, c'est beaucoup plus lyrique dans la langue. Oui, je dirais qu'il y a une alternance de moments plus concis, plus rapprochés, plus courts, et d'autres qui sont presque plus lyriques, effectivement, qui sont presque comme des incantations, des moments plus longs, où je pense notamment au chapitre 18 qu'on avait envisagé de lire, ou au chapitre où il est question de tout ce que son père et sa mère n'ont pas pu faire, ce qu'un couple, entre guillemets, normal, ou un couple sain, où on pourrait utiliser plein d'adjectifs, peuvent faire pour vivre une vie pleine d'amour. Ce passage-là, par exemple, fonctionne comme une incantation, et je pense que c'était là la difficulté, à mon avis, de rendu. Je voudrais justement, merci beaucoup, vous demander de lire le chapitre 56, justement 56. J'aimerais bien. Justement, j'aimerais rajouter quelque chose parce que vous avez dit ma mère était méchante. Non, ma mère n'était pas du tout méchante, ma mère était faible. Et comme toutes les faibles, elle a espéré. Et comme Camus a dit, l'espoir, c'est la grande tragédie de l'humanité. Au lieu d'actionner, on fait des actions, au lieu de tuer son mari, au lieu de prendre la soupière et de cracher sur son crâne, elle a espéré. Quoi? Un miracle? Le bon Dieu va descendre sur terre? Non. C'est-à-dire, elle était trop faible. C'est pour se défendre. C'est clair. C'est aussi pas. Elle n'est pas coupable non plus. Elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est une famille de deux générations. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de possibilités de se défendre, etc. Bon, je lis CPD, c'est la dernière. Il y a 2 grands chapitres dans le livre, la guerre par 1 et la guerre par 2. Et c'est la dernière paragraphe, chapitre de Vermeer par 1. C'est le jour où j'avais 11 ans, ma mère était chassée. Pas entre guillemets, chassée dans la maison, parce que c'était invivable pour les deux. Il est devenu tellement violente. Il y a déjà une autre femme qui est entrée pour prendre la place de ma mère, etc. Et alors justement, j'ai reçu maintenant la vie de ces deux personnes. So gingen die beiden auseinander und fanden nie wieder zusammen. Wie sollten sie auch? Nicht eine Geste über den Zweien unterlaufen, die Sehnsucht nacheinander hätte auslösen können. Eisern liefen sie durch Landschaften der Freudlosigkeit. In 11 Jahren habe ich sie nicht einmal beim Schmusen überrascht. Ihre Bilanz war eine desaströse Offenbarungseid. Nie geheimnisvoll getuschelt. Nie mit den Fingerspitzen die Wangen des anderen berührt. Nie einen Veitstanz der Freude hingelegt. Nie wild und süchtig den anderen am Hintern gefasst. Nie gierig gegurrt. Nie zugezwinkert. Nie ein geheimes Zeichen der Verliebtheit. Nie ein Kot der Nähe. Nie durchs Haar gefahren. Nie sich gegenseitig die Tränen getrocknet. Nie ein Liebesgedicht vorgelesen, nie sehnsuchtsvoll ins Telefon geflüstert, nie ein Funken schönen Wahnsinns,
nie um den Hals gefallen, nie vollgelaufen durchs Haus getorkelt, nie sich besoffen himmlischen Nonsens ins Ohr gewispert, nie mit ausgebreiteten Armen auf die Haustür zugelaufen, nie in der Badewanne geblödelt, nie Kerzen im Schlafzimmer angezündet, nie Unforgettable von Nat King Cole aufgelegt, nie nachts aneinander versunken, nie ein Geschenk vom anderen ausgepackt, nie eines für den anderen eingepackt, nie atemlos vor Eifersucht, nie bangend, nie tagträumend, nie Blumen hinter dem Rücken versteckt, nie blinde Kuh gespielt, nie mit einem Gänseblümchen die Nase des anderen gekitzelt, nie gemeinsame Fleischeslust, nie Lebenslust, nie Überraschungslust, nie Ringereien, nie Entzücken, nie Händchen gehalten, nie den anderen festgehalten, nie gehalten, nie aufgeheitert, nie angefeuert, nie sich von der Schönheit der Welt erzählt, nie einen Liebesbrief des anderen geöffnet, nie einen gerührt zusammengefaltet, nie hüftumschwungen durch Paris geschlendert, nie durch Venedig, nie durch Lissabon, nie umschlungen, nie zu einem Mitternachtsdinner abgeschleppt, nie sich im strömenden Regen geküsst, nie den anderen zur Sinnenfreude entführt, nie in ein Zugflugzeug geeilt und Champagner betütelt geschwebt, nie ein Schiff bestiegen und auf hoher See gekuschelt, nie sich verkleidet und Ritterfräulein inszeniert, nie in den Wald gerannt und sich kichern aufs warme Moos gezogen, nie den anderen bewundert, gepriesen, gerühmt, nie sich die Unterwäsche vom Leib gezerrt, nie sich hinterher den Schweiß von der Stirn gewischt, nie sich als Liebespaar der Welt präsentiert, nie als Verbündete, nie als Gefährten, nie schwärmte einer von den schönen Augen des anderen, nie Jubel, nie ein Foto von ihm oder ihr herumgetragen, nie ein Wort auf Flügeln, nie ein Satz von einem Zauberer für seine Verzauberte, nie eine Sekunde Märchenland, nie ein cooles Lächeln füreinander, nie stillte einer des anderen Blut, sein Herzblut, nie ein Held und seine Angebetete, nie König und Königin, nie in höchsten Tönen das Lied der Begeisterung gesungen, nie dem anderen sein Glück vermacht, nie getröstet, nie einander beschützt, nie stark wie zwei, nie stark wie Liebe, nie. Oui, vous dites dans le chapitre juste après, ma mère était faible, mais j'avais quand même le sentiment, encore une fois en tant que lecteur, que vous lui en voulez quand même lorsqu'elle part et qu'elle, quelque part, vous l'accusez de vous avoir abandonné parce qu'elle aurait pu vous emmener avec vous. Non seulement moi, mais aussi mes frères. Non, justement, après, quand je suis devenu adulte, j'ai compris parce qu'elle était trop faible pour résister. Mon père était un monstre, c'était un dénigreur, toute la journée, il a dénigré ma mère, il a frappé, justement pour vous donner un exemple, il s'est mis à genoux, il a fait son doigt, il avait par exemple un tiroir, il a mis son doigt dans le tiroir, il a trouvé une poussière, il a dit, regarde, c'est pas propre dans la maison, etc. Et il est rentré au chiottes, il a pris la brosse, il est dans la mer toujours, la brosse, etc. Parce que sa femme est là pour nettoyer la brosse aux toilettes. Donc, ce que je veux dire, après je comprends, j'ai compris son comportement. En tant qu'enfant, j'étais désespéré. Ma mère m'abandonne. À cette époque-là, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle a essayé de m'étouffer. Notamment, j'avais 27 ans et grâce au fait que j'ai retrouvé la femme, sage-femme, qui m'a raconté cette histoire, j'étais au courant maintenant de ce qui s'est passé. Et j'étais, oui, j'en voulais, mais finalement, comme mon père, elle était schuldlos schuldig, innocemment coupable. C'est-à-dire, c'est comme ça, la vie était comme ça, les choses comme ils sont. Il n'y a pas de morale dans ce livre. Il n'y a pas... Aujourd'hui, pour moi, les deux sont comme des deux saints, des négatifs. Comme une expression en anglais qui dit negative learning. Ça veut dire, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais exactement ce que je ne veux pas. Et les deux ils clignotent dans ma vie, clignotent, on m'a rappelé, non, il ne faut pas vivre comme eux. Sans sexe, sans amour, sans gaieté, sans joie, sans amis. Mon père était un homme sans amis. Sans amis, il a haï tout le monde. Alors, justement, et ça me rappelle quelque chose, c'est-à-dire c'était des saints négatifs quelque part. Alors, il y a une certaine gratitude perverse, si tu veux, hein. Mais
ils ne sont pas coupables. Oui, il y a des gens qui disent c'est des conneries que je raconte, mais je ressens leur vie comme ça. Et vous dites, vous n'étiez pas là pour les juger. D'ailleurs, vous citez Simenon au début de l'ouvrage. Hein, je cite, enfin, je vais paraphraser. C'est l'écrivain n'est pas là pour juger, mais pour comprendre. Hein, c'est ça. Ça, c'est votre passé, votre métier de journaliste qui vous a appris ça, parce qu'on a l'impression que ça vous a quand même beaucoup aidé pour écrire le livre. Parce que et journaliste, celui qui est censé reporter. Ah oui, pardon. Je m'étais juré de pas dire journaliste, non, pas dire la écrivain. Réputation du journalisme est tellement basse en Allemagne, alors je vais. Ah bah chez nous plutôt. aussi, hein, donc c'est pareil. Plutôt, d'accord. Reportare, latin, reportare. Donc celui qui rapporte les faits, ça vous a aidé pour la rédaction du livre? Je sais pas moi, justement parce que j'étais détruit quand j'étais mineur, quand j'ai quitté la maison après une bagarre hyper physique et hyper dangereux avec mon père, et pour jamais revenir à la maison, j'ai fait 20 ans de thérapie, ce droit continu, des thérapies complètement différentes, très physiques, très cérébrales, etc. J'ai vécu avec des gourous en Allemagne, j'ai vécu dans un monastère zen au Japon, justement pour me guérir. J'avais des trucs somatiques, c'est-à-dire je ne fonctionnais plus, non seulement j'étais gaga dans ma tête, mais aussi mon corps était caput. Hein. Mais j'avais une force une résilience, comme on dit aujourd'hui. Je voulais survivre, je voulais devenir quelqu'un, somebody, qui peut vivre, qui veut, pas quelqu'un, un perdant, comme mon père, quand il a quelqu'un des visites, après il n'avait plus de visites, mais il y a des gens qui sont venus pour le rendre visite. Il m'a présenté, c'est le nom perdant dans la famille. Alors, quand vous êtes 13 ans, alors vous êtes présenté comme un loser. Oui, c'est pas gentil. Bon, et de toute façon, et finalement, j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé avec eux. Mais avec ma mère, quand je pense à elle, c'est une tristesse sans limite qui m'empare, qui me bouleverse, parce qu'elle a rêvé, comme beaucoup de femmes, d'un homme chevaleresque, un homme gentil, toujours attentionné, quelqu'un qui t'embrasse, qui est fier de sa femme, qui la respecte, qui sait savoir faire l'amour avec elle. Et les filles, tout n'était pas le cas. Et alors, aujourd'hui, naturellement, avec l'âge, j'ai compris, c'est même mon père, un con, pauvre con. Je vais lire peut-être à la fin, une petite phrase. Oui, il y a aussi le chapitre que tu... Oui, peut-être, oui. Le chapitre sur la violence, Manfred, cette oui. scène Manfred. de violence Avec Manfred, oui. 108. D'accord, Le chapitre merci. 108, Oui, c'est cool. qui est assez difficile. Hein, Ça donne un exemple comment... Et ça, c'était pas, justement, comment dirais-je, unique, non, c'était presque 3 fois par... Non, presque 3 fois par semaine, comme ça. Ouais. Ok. Alors, ma mère est déjà partie, oui. Et Teta, c'est la personne qui a essayé de la remplacer. D'accord. Adolf Hitler avait autrefois annoncé au peuple allemand qu'il ferait en sorte que la jeunesse se remue, qu'il se passe toujours quelque chose. Une légère altération, et cette phrase aurait aussi bien pu émaner de mon père. Chez nous, il se passait toujours quelque chose, et la jeunesse y était constamment remuée. Ce printemps-là, après le bulletin de mi-année, eut lieu une scène qui restera dans mes annales comme un summum de violence. Et je sais de quoi je parle, car c'était souvent sur moi qu'atterrissaient les poings de mon père, mais jamais avec la fureur qu'eut à subir Manfred ce dimanche-là, tandis que résonnait encore le carillon céleste d'Altötting, ainsi que le sermon dominical sur la bonté du Seigneur. Il s'en est fallu de très peu pour que Franz Xaver Altmann ne devienne, ce jour-là, vers 12h30, un assassin. La scène, radicale, était riche d'enseignements. On y apprenait, par exemple, qu'il n'y avait pas nécessairement de corrélation entre ce qui était dit et ce qui était fait, qu'on pouvait prononcer une phrase du type « Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » et taper comme un sourd sur son fiston quelques minutes plus tard. En voici le compte-rendu. Bénédicité, debout devant le crucifix, puis nous nous asseyons. Nous étions 5. Au bout de quelques minutes seulement, mon père se mit comme d'habitude à dénigrer la nourriture de Vendetta.
son jeu préféré, sa manière de rappeler à l'autre son infériorité. En temps normal, nous ne réagissions pas à ce genre de vexation, puisque tous deux étaient pour nous des ennemis. Aucun ne méritait notre compassion. Mais ce jour-là, il se passa quelque chose de différent. Manfred riposta, la bouche pleine, mastiquant bruyamment, sachant très bien dans quelle rage cela plongerait mon père. « Je ne sais pas ce que tu as, père, je trouve cela délicieux. » Ça sentait la révolution de palais. Il avait commis une chose impensable, une violation patente du décalogue mosaïque. « Honore ton père et ta mère. » Un silence de mort s'abattit, tout le monde retenait son souffle. Un calme assourdissant. Jusqu'à ce que cette phrase libère sa charge subversive dans l'esprit de mon père. Celui-ci se leva alors d'un bond, ignora sa chaise tombée par terre, fondit sur Manfred en faisant le tour de la table, les bras tendus, l'attrapa par le cou, le souleva et hurla. « Tu oses me contredire » 3 fois, peut-être 4, la même phrase. Jusqu'à ce que Manfred se rende compte du délire à l'œuvre et, désinhibé comme son tortionnaire, crache droit au visage de celui-ci le contenu de sa bouche, puis attrape, son cou toujours pris dans la tenaille, son assiette, dans un élan d'effroi et d'intrépidité mêlée, et en renverse le contenu sur le forcené. Le marchand de rosaires relâcha d'un coup son emprise, le visage et son costume du dimanche dégoulinant de restes de viande, de légumes et de sauce. Ce fut là son unique moment de faiblesse, mais il dura suffisamment de temps pour que Manfred puisse se dégager et se précipiter hors de la pièce, mon père sur les talons, dévalant les escaliers. Deta, Perdita et moi étions restés assis, médusés. Mais je compris que je devais intervenir, que cette fois-ci, contrairement à la fois où, du temps de ma mère, je m'étais imaginé balancer la soupière à la tête du vieux, je ne pouvais pas rester lâchement assis, que je devais prouver mon amour pour Manfred, même sous la menace de représailles terribles, que je m'appelais tout de même Andreas, Andreios, le courageux, que je devais au moins une fois tenter de vivre à la hauteur de mes rêves. Je m'élançai à leur poursuite, enfin. En sortant par l'arrière de la maison, j'entendis déjà des cris s'échapper de la remise à 5 mètres de là, alors même que sa porte avait été fermée de l'intérieur, certainement par le cogneur de 59 ans, pour ne pas alarmer les voisins. Après l'avoir ouverte, j'aperçus le dos de mon père et, devant lui et pressé contre le mur, mon frère, son fils et apprenti, criant en réaction au poing du gros lard, se protégeant comme un animal des coups qui pleuvaient sur lui. Sur sa tête, sur son visage, sur son corps. Mon sang ne fit qu'un tour et je me jetai sur le dos de mon père. Je tentais, bien naïvement, de neutraliser les bras du boxeur, mais un forcené n'a pas de temps à perdre avec un microbe d'à peine 14 ans. À 2 reprises, il se défit de moi comme d'une mouche énervante pour reprendre son déluge de coups. Il était de nouveau cette machine SS, ce soudard qui confondait ses 2 fils avec 2 salauds de Russes ou 2 salauds de Polacs ou 2 salauds de Juifs. Mon regard tomba soudain sur une pompe à vélo, lourde et noire. Je la pris. J'entendais toujours les cris de mon frère et les halètements de mon père, et je pensais, c'est maintenant, c'est la solution, c'est ainsi qu'on peut se débarrasser de cette brute, c'est le moment de racheter toutes mes lâchetés passées. Je brandis la pompe, et je ne pus pas. Une fois de plus. Si je lui avais asséné un coup sur la nuque, il serait tombé raide mort. Mais je la lâchais pour me précipiter dehors, ouvrir les 2 battants et me mettre à crier, comme un homme qui va être exécuté, sans m'arrêter. Mon père sembla finir par m'entendre et, à cause des cris et des racontars qu'il pourrait susciter, il se détourna de son poteau de torture et de sa victime, puis disparut dans la maison. Sans un mot. Toujours le souffle court, tel un bourreau très occupé. Manfred sortit en clopinant de la pénombre de la remise, le dos meurtri, main sur les côtes, le visage strié d'écorchures. Pas un mot ne fut échangé entre nous. Nous avons quitté la propriété sans savoir quoi faire, marchant sans but hors de la ville, vers les champs, sans guère parler, avant de rentrer à la maison au début de soirée, sans aucun plan, sans aucune alternative.
C'est pour ça, tout à l'heure, que je vais vous reposer la question, tant pis. C'est pour ça que je parlais de fascisme tout à l'heure aussi, parce que vous employez quand même des termes qui sont très clairs. Vous parlez de forcenés, vous parlez de SS, vous parlez de prisonniers, vous parlez d'évasion, vous dites il est à nouveau ce SS. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'avais cette sensation, en tant que lecteur, qu'au fond, le fascisme n'est jamais parti. C'est qu'il perdure toujours. Et que les victimes, ce sont les enfants, ce sont toujours les plus faibles, ce sont les femmes. C'était l'impression que j'avais eue, et quand j'ai entendu cette très belle lecture... Je comprends. Mais par contre, justement, l'Allemagne, je ne suis pas dans le business de Germany bashing, mais je veux dire, l'Allemagne est le seul pays, regardez le Japon par exemple, qui a fait un effort pour comprendre ce qui s'est passé. En 1956, il y avait des Frankfurter Prozesse, ça commençait, il y avait la majorité des Allemands qui étaient pour les procès, pour montrer ce qui s'est passé. On sait aujourd'hui qu'une minorité était jugée parce que une grande partie allait au Vatican qui a procuré les nazis avec des passeports, etc. Ils sont tous partis en Amérique du Sud, etc. Mais quand même, il y avait tout le monde, la presse mondiale a rapporté là-dessus ce qui s'est passé. Par contre, il y avait hier, vous avez entendu les nouvelles, la nouvelle génération, notamment, il y a des gens, des durs, de die-hard, les gens qui ne veulent pas comprendre. C'est clair, c'était les Juifs qui sont responsables pour les malheurs de Weimar République, etc. Et ça, c'est un héritage. Il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres non. Je comprends, j'ai des amis, naturellement, moi, je ne me sens pas du tout responsable, je n'ai pas gazé personne, mais dans ma petite vie, je fais tout pour que sa situation ne se répète pas. C'est tout ce que je peux faire. Mais, notamment, dès l'entangère, c'est très compliqué pour vous, quand j'entends les nouvelles France Culture, que j'adore. Notamment, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas trop les Allemands, comme nous ne comprenons pas trop. Les Français, c'est clair. Ah, justement, je vous raconte la différence entre les Allemands et les Français. C'est hyper simple, 2 phrases. Les Allemands sont fous de la France, et les Français se foutent de l'Allemand. D'accord, c'est la différence. Bon, justement. Alors, ça c'est clair, il y a des gens qui ont honnêtement qui essaient honnêtement de faire quelque chose contre cette vague, cette sauce brune, comme en Autriche aussi, il y a toujours la sauce, et il est là, des gens qui sont réceptifs, parce que c'est simple, c'est quelqu'un, un bouc émissaire, tu es responsable, tac, fin de la discussion, fin de l'opinion. Non, mais la vie est hyper complexe, hyper compliquée, etc. Mais il passe quelque chose. Le Japon n'a jamais fait des trucs comme ça. C'était les Américains qui ont jugé les Japonais, les criminels de guerre, mais ce n'était pas eux. Et ça, c'est la grande différence. L'Italie aussi, on a fait quelques procès, mais pas grand-chose. Hein. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question très française, très journalistique française. Dès qu'on a un Allemand sous la main, on le fait commenter l'actualité, évidemment. Mais que pensez-vous de la montée de l'extrême droite en Allemagne, qui quand même, enfin je sais pas, je prends par exemple, je vais un peu parler de moi, mais ma mère qui a 60 ans m'a toujours dit jamais j'aurais cru être vivante et voir ça à nouveau. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Le montée des AfD, l'alternative pour l'Allemagne, moi, c'est difficile à dire, je crois. Tous les jours, la vie devient plus compliquée, plus dure aussi. Il y a des gens qui ne peuvent plus participer, ils progressent, entre guillemets, plus, ni sur le plan monétaire, ni sur le plan éducatif, etc. Alors, naturellement, tu cherches des réponses simples. Et c'est toujours c'est pas toujours une question d'éducation. Il y a toujours des profs qui sont des nazis, mais plutôt en Allemagne, les gens assez... Il faut voir les parades, quand les parades avec leurs drapeaux, etc., sont des visages, quand ils voulent. D'accord, c'est pas des trucs qui sont hyper intellectuels, non. Mais désespérant, désespoir, être laissé pour compte, ça se dit, oui. Oui, c'est ça, ce sont des... Et aussi, ils sont cons, ils sont génétiquement cons un peu, c'est clair. Ils sont pas. Oui, tu parles avec eux, c'est comme un footballeur. C'est comme ça. Les ballons est rond, il faut les mettre dans le but. D'accord. Non, mais c'est comme ça. Génétiquement,
il n'est pas à même de comprendre la situation. Deuxièmement, il y a un certain cynisme chez les politiques et les politiciens, comme ici en France. Et troisièmement, il est malheureux parce qu'il veut accès à la sexualité, il veut accès à l'argent. Il voit tous les jours dans la télé, il y a des bons gens qui voyagent, des belles femmes, etc. Il est pauvre con, il est dans un quartier qui est délabré, etc. Il devient désespéré. Mais c'est hyper profond, les questions. Il faut lui donner une certaine dignité, un travail qui le rend digne, qui le rend un certain sens. Je ne crois pas que quelqu'un est né comme nazi. Bon, il devient, sauf il est des psychopathes, c'est 5%, mais les restes deviennent comme ça. Ce sont que les essayistes américains disent, ok, 10% sont des gens qui sont pleins de bonté, qui sont des frères, bonté. 10% sont des monstres et les 80% se laissent tirer vers là. Gandhi a prouvé, on peut exalter la masse pour faire quelque chose de beau, de bon. Et Hitler a montré, on peut faire traîner les gens dans un désespoir, dans des crimes inimaginables. Même 90% des followers, des adhérents de Hitler, étaient des chrétiens. Ils ne sont pas devenus comme ça parce qu'il a été chrétien, non, parce qu'il était bête. Ils n'ont pas le courage de dire oui, c'est pas vrai. J'étais à Jérusalem et j'ai vu les jardins des justes. Et c'était intéressant parce qu'il y avait des gens hyper simples, fermiers qui a aidé aux Juifs pour les jeter. Il y a un prof, il y a des femmes très simples qui ont une certaine éducation du cœur, une éducation sentimentale. Tu as compris, même tu n'es pas hyper intellectuel, tu comprends, c'est pas correct. Tuer les gens comme ça, un certain boussole dans leur cœur, et les autres non. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire, Quand je vois ce qui s'est passé, vous avez des images. Notamment, c'était un catcalling, hein, ce qu'il a fait le mec, c'était comme Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il voulait se suicider aussi, mais il n'est pas arrivé finalement. Et oui, c'est pour l'attentat d'hier. Hein. Oui. C'est ça qui a eu lieu. Allez, c'est ça. Là, oui. Il a fait un truc, un camarade, c'était fou. Hein. Je vous raconte l'histoire. Il faut les regarder parce que ça vous fait rire. Il y a YouTube, Howard Stern. Howard Stern, c'est un anchorman radio très connu aux États-Unis. Il fait toujours des trucs un peu gaga, un peu étranges. Il a fait venir les gens et le truc s'appelle Smallest Penis Competition, hein, le pénis le plus petit du monde. Et je vais vous dire, les hommes viennent tout nus pour montrer des trucs comme ça, comme ça. Tout le monde, un mec, non, il dit rien, il se cache, il fait tout pour ne pas se doucher avec les autres. Et comment expliquer ça? C'est Hérostrate, en Grèce. Il a fait brûler les temples d'Athènes. Et après, on a demandé pourquoi tu as fait ça? Oui, pour devenir fameux. C'est-à-dire, quelqu'un de la télévision est là avec Howard Stern, je suis filmé. Même c'est terriblement pénible pour moi, mais quelqu'un fait attention à moi. Je suis quelqu'un. La télé est là. Même je suis. C'est dérisoire, il faut, parce que non seulement vous voyez les pénis les plus petits du monde, mais vous voyez aussi la profondeur, la complexité d'être humain. Hein. C'est montré, c'est deux douzaines de men derrière, moches, gros, poilus, et comme ça. Il faut se montrer. C'est ça. Mais je veux pas faire de psychologie facile parce que vous dites pas que du bien de toutes ces thérapies que vous avez faites, mais quand même on sent chez vous quand vous analysez comme ça par exemple le monde actuel, on sent beaucoup d'empathie chez vous et assez peu de colère en fait. Vous cherchez vraiment à comprendre les autres. Je sais, ça fait un peu bateau, mais c'est aussi important, je trouve, de le dire. Oui, mais grâce à mes thérapies, finalement, je suis né quand même. Mon père m'a envoyé à l'école, mais dans tes maisons, c'était un camp de construction de labeur, de travail. Hein. Et quand même, c'est-à-dire, j'avais un certain haïku, justement. Je suis né dans un pays, après la guerre, c'était la paix. Il y a un certain ordre de la démocratie, quand même. C'était faible, mais elle était là.
Les autres n'ont pas la chance. Et comme un reporter, quand j'ai 100 millions de gens qui sont pauvres, qui vivent dans les bidonvilles, c'est leur faute? Naturellement pas. C'est la structure qui ne marche pas, des gouvernements qui sont complètement corrompus. Ils sont des pays dans le Sahel, il n'a pas grand-chose pour gagner sa vie. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit, alors non, c'est moi qui s'est libéré, c'est moi qui ai atteint un certain niveau. Non, je l'ai fait grâce aux gens qui m'ont aidé. Et c'était les psychothérapeutes, c'était les femmes, les hommes qui étaient gentils avec moi. Et les autres, il faut 3 choses dans la vie. Si tu veux réussir un certain talent, la force, la résilience et la chance dans la vie. Si tu n'as pas de chance, tu ne peux pas dénigrer quelqu'un parce qu'il n'a pas de chance. Il n'a justement pas de chance. Il n'a pas de personne, il n'a pas de talent. J'ai un site avec un courriel électronique et les gens m'écrivent. Elle est une femme qui m'a très touché. Je ne connais pas personnellement, c'est une lectrice. Elle m'a dit, oui, d'accord, j'ai essayé tout. Je travaille dans la mairie, à Munich. Mais j'ai tout essayé, mais je n'ai pas de talent. Il n'y a personne qui me donne 5 € par jour pour que je puisse faire quelque chose, sauf moi, profession complètement dingue, complètement inutile. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas la secouer, cherche ton talent. S'il n'est pas là, c'est pas là. C'est un don de diable, comme tu veux. Chrétien, tu crois de Dieu? Non, c'est donné. C'est clair, il faut les cultiver, il faut faire quelque chose avec. Mais juger d'une manière les autres qui n'ont pas de succès dans la vie, ça me fait gonfler un peu quand même. Hein? Vous êtes quand même dur avec les thérapies que vous décrivez, parce que le livre donc s'achève sur c'est une postface, hein, si mes souvenirs sont bons, où vous ramassez en fait une vingtaine d'années en une trentaine de pages, et là vous racontez toutes ces thérapies par lesquelles vous êtes passé, ces voyages, et vous n'êtes pas très tendre quand même avec les thérapeutes. Hein. Enfin, je sais pas, moi non, parce qu'il est hyper cher, et moi j'étais notamment à cette époque-là, on n'a pas payé les thérapies. Aujourd'hui en Allemagne, c'est différent. L'assurance sociale va payer ça. C'était un peu cher. Il y a 30 ans, c'était 35 ans, c'était 100 Deutschmark, ça fait 50 €. C'est-à-dire, c'était 400 € aujourd'hui. Hein, là, pour un pauvre con comme moi. Non, finalement, ils m'ont aidé de survivre. La chose qui me libérait, c'était notamment découvrir mon talent. C'est-à-dire, il faut quelque chose en moi-même qui me libère. Mais quand même, ils m'ont aidé pour tenir les coups, finalement, parce que j'avais des pensées suicidaires, mais pas trop. Je n'étais pas trop penché vers ça. Non, je voulais montrer quelque chose. Au début, quand même, quand vous étiez jeune, vous parlez quand même du mal que vous vous infligez, de la peau que vous déchirez. Enfin, pour moi, c'était une façon, un lent suicide quand même. Vous dites que vous n'avez pas de tendance suicidaire, mais en tout cas, de la manière dont vous le décrivez, vous aviez quand même une tendance à vous détruire vous-même. Oui, c'est le suicide. Ah, oui, c'est autre chose pour vous. Oui, parce que c'est à la longue, c'est pas un suicide direct avec un pistolet, etc. Oui, mais j'étais nul, j'étais complètement perdu. J'avais pas de talent, je n'ai pas d'argent, et je suis devenu impuissant à l'âge de 23 ans. Je me suis examiné, les profs m'ont dit non, mais vous êtes complètement normal, ni rien, absolument rien. Non, c'était la pression, le stress terrible avec la vie. Et à côté, notamment, comme quelqu'un qui a une jeunesse comme ça, il devient très narcissique, parce qu'il veut trouver quelque chose pour nourrir son narcissisme, pour prouver au monde, maintenant, je suis quelqu'un. C'est la raison pour laquelle j'étais notamment noirci un peu ma vie moi-même. J'aimerais que vous me lisiez, on avait prévu de lire la fin, les derniers chapitres. Oui. Quel était le chapitre que vous souhaitiez lire? Parce qu'évidemment... Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est bien la peine que je cherche mes feuilles. Voilà, la poste. C'est la dernière qu'on va lire ou autre chose encore après? Non, j'aimerais bien finir avec ça, oui. Si ça vous va. Oui. Justement, même pas de, vous voulez que je tienne le micro? Non, pas du tout. Ouais, je viens. Also, j'ai décrit un peu ma vie comme reporter. J'ai gagné des prix, j'ai gagné hyper bien ma vie, tout était bien. Je me suis installé en France et ça continue comme ça maintenant. Die Annäherung an Vater dauerte länger. Es eilte nicht. Ich konnte unbeschwert mit jemands Toten leben. Fürsorglich abgespeichert in meinem Kopf als gewaltlüsternes Arschloch. Bis es zu einem Schlusserlebnis kam,
Ich reiste als Reporter in ein russisches Dorf, 500 Kilometer weit weg von Moskau, um herauszufinden, ob Gorbatschows Perestroika auch auf dem Land angekommen war. Und dort in Krasnoje traf ich die 88-jährige Anna Jonowna, die von ihrem Mann erzählte, die im großen Vaterländischen Krieg, das ist der Zweite Weltkrieg für die Russen, gegen die Deutschen gekämpft hatte und anders als viele im Dorf lebend zurückgekommen war. Und eine Woche später, laut Witwe, zu seiner ersten Wodkaflasche griff und anfing, den Rest seines Lebens zu versaufen. Anführungszeichen. Er ist, so Anna, und mein Dolmetscher Gennady übersetzte es grammatikalisch falsch, aber auf wundersame Weise treffend, er ist am Krieg gestorben. Am Krieg. Am Grauen des Kriegs. Am zu viel der Bilder, die wie eine ätzende Lauge durch sein Hirn und sein Gemüt sickerten. Ich musste sofort an meinen Vater denken, der fast gleich alt wie Jegor den Krieg überlebt hatte und ebenfalls nach Hause zurückgekehrt war, mit denselben Horrorbildern im Gepäck. Und noch schwerer zu tragen, der als Anstifter und Verlierer, als SS-Nazi heimgekommen war und ungleich dem Russen kein Alkoholiker wurde, sondern ein Schwein. Merkwürdigerweise fing an diesem Tag unter einem winterblauen Himmel in Russland die Aussöhnung mit Franz Xaver Altmann an. Nein, nein, denn versöhnt habe ich mich nicht mit ihm, nie. Aber eine Art Ausgleich, so etwas wie Schlichtung fand statt. Denn ich begriff es ganz tief, dass er fatalerweise unschuldig war, dass er werden musste, was er wurde und dass die Dinge sind, wie sie sind. Als ich von ihm weglief, wühlte er einen Rosenkranz Säcken, musste jeden Tag Altdöttinger tragen, wurde von Frauen und Kindern gehasst. Er hatte gerade seinen letzten Sohn verjagt und war einsam, wie ein von allen verlassenen Menschen nur sein konnte. Sein Verdienst, seine Schuld, dass ich nicht lache. Und dass ich heute, so alt wie er damals, den schönsten Beruf der Welt ausübe, in der schönsten Stadt der Welt lebe und keine Frau und kein Sohn darüber nachdenken, ob sie mich erledigen sollen oder nicht. Alles mein Werk, meine Meriten. Ich lache schon wieder. Vater lebte mit dem falschen Beruf zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit der Arschkarte in beiden Händen. Ich kam 44 Jahre später auf die Welt und kam davon. Seit diesem Tag, auf Annas Bank vor ihrer Datscha, weiß ich, dass ich Glück hatte und er keins. Wie Mutter, auch keins. Natürlich wache ich bisweilen nachts auf und heule über das grauenhaft verpfuschte Leben der beiden, die nicht davon kamen. Trotzdem, ich denke nicht ungern an das Paar. Wie Schutzpatrone trage sie mir rum, wie rastlos blinkende Warnschilder, auf das ich nie ende wie sie. Gewiss kommen andere Gelegenheiten, da heule ich nur um mich. Meist in dunklen Kinos, in denen eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn erzählt wird. Da ist dann kein Halten mehr, kein Schamgefühl. Da bin ich 2 Stunden lang bloß noch Würstchen, bloß noch arme Sau, der das Herz zerspringt. Vor Sehnsucht nach einem wie dem Leinwandhelden, der seinen Sohn umarmt und ihn behütet. Okay. Merci beaucoup, Andreas. Bien, écoutez, on va se diriger ensuite lentement vers le verre de l'amitié, comme on dit si bien. On peut poser d'autres questions autour d'un verre. Exactement. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que les livres sont en vente. Je voudrais remercier très très chaleureusement Andreas d'avoir répondu aux questions. Je voudrais remercier très très chaleureusement Mathieu d'avoir joué le jeu, d'avoir si bien lu. Merci beaucoup et merci à vous d'être venus si nombreux. Merci. Merci.